Bienvenue dans notre vidéo update de février. C'est bien. Bien, commençons tout de suite. Vas-y, hello. Alors, je vais vous parler de Rebels de Aspides aux éditions auto-édition. Voilà. Donc, je vais vous parler du tome 1 et du tome 2. Donc, ça raconte l'histoire de Nora et de Vigdis qui vivent dans un état totalitaire où on tue les homosexuels, les jumeaux, enfin tout ça, ce qu'ils considèrent être des erreurs de la nature, si on peut dire ça comme ça. Et donc, Nora, de son côté, va intégrer la sélection donc pour devenir... Objet sexuel. Voilà, c'est bien ça, des soldats, voilà, de l'État, mais elle n'y va pas pour seulement rendre des services sexuels, mais surtout pour obtenir des informations, car elle fait partie des rebelles. Et d'un autre côté, on a Vigdis qui est la dirigeante, enfin celle qui a créé le réseau social des rebelles, et qui va finalement se retrouver dans un camp rebelle et être plus impliquée qu'elle ne l'aurait cru. Et ben là. Si on veut dire ça comme ça. Alors, ce que j'en ai pensé, c'est que j'adore l'histoire de ce roman, je la trouve vraiment originale, et j'ai vraiment très envie de savoir la suite, donc voilà, l'imagination de l'auteur est top, et l'écriture est super agréable, l'auteur décrit bien le sentiment des personnages, etc. L'écriture et l'imagination, ce sont les gros points positifs de cette saga. Merci Alva. Mais de rien. Mais en globalité, j'ai un petit peu été déçue d'abord de par la forme. Pourquoi? Dis-nous tout. Ben, ça a été imprimé avec Amazon, donc ce n'est peut-être pas la faute de l'auteur, mais... Sûrement d'ailleurs. Sûrement, mais voilà. Il y a des moitiés de phrases, elles sont coupées, on la retrouve 2 espaces en bas. Parfois, il y a de double espace entre les paragraphes alors qu'on ne passe pas d'un moment à l'autre. On promet une carte et quand on va à la fin, la carte n'y est pas. Tout ça. Beaucoup de répétitions dans les mots, je pense notamment à 2 rechefs, donc qui se répétaient très souvent et j'étais un petit peu énervée en lisant. Ça casse un peu la lecture. Voilà, ça casse la lecture, donc voilà. Côté contenu, les personnages, ils sont un petit peu similaires, notamment de leur façon de réagir et de parler. Donc absolument tous les personnages passent par une phase où l'autre se renfrogne et lui qui dit « mais parle-moi, tu peux me parler ». Donc quand on le voit 4 fois dans le roman, voilà. Pour des personnages différents. Pour des personnages différents, il y a un moment, voilà, ça passe moyen. Donc leur façon de parler, d'agir, de réagir et de penser sont trop similaires et ne sont pas assez singuliers. Beaucoup d'incohérences aussi. Je pense notamment à Aldon, donc, qui est le soldat de la ruche, qui, dans le tome 1, dit « je ne veux pas coucher avec Nora parce que je ne veux pas qu'elle s'attache à moi, je ne veux pas qu'elle reste ». Donc il est vraiment en train de lutter contre lui-même. Par contre, début du tome 2, il lutte plus trop, ça y est, on s'en va en l'air. Allons-y, let's go. C'est parti les amis. Exactement. Nous allons y aller. Je sais qu'on peut y arriver. Où allons-nous? Avec Nora. Où allons-nous? Avec Nora. Et je pense aussi à un autre qui avait couché avec Gauthier. Qui est Gauthier? Gauthier fait partie de la famille de Vigdis. Enfin, c'est pas vraiment frère, mais ils vivent ensemble. Des homosexuels. Exactement, ce sont des homosexuels donc qui seraient tués par l'État s'ils étaient au courant. Donc le fait qu'ils sont dans les rebelles, voilà, on comprend. Ce qu'il faut savoir, c'est que Ryan était en couple non exclusif avec un autre gars. Donc il n'y avait pas de souci, il pouvait aller voir ailleurs, c'était pas de problème. Et il avait quand même repoussé Gauthier en faisant le genre c'était rien pour moi, enfin j'en ai rien à faire, il faisait le dur. Et dans le tome 2, non seulement il y a le copain de Ryan qui lui a parlé d'infidélité comme si c'était un couple exclusif, donc je comprends pas trop, dans le sens où c'était assumé qu'ils étaient hommes exclusifs. Ryan commence à avoir sa part de douceur et à se livrer, comme quoi il aime beaucoup Gauthier, mais bon c'est pas cohérent avec le personnage du tome 1, qui essaye d'être fier, qui essaye d'être dur, etc. Et c'est rien passé pour que... Non. Mais ils sont tous passés comme Aldon, il fait le dur et puis dans le tome 2, ça y est. Pour moi, ça a fait beaucoup de choses que j'ai pas compris. Pourtant, elle aime, hein. Elle aime l'histoire. Voilà, je lirai le tome 3 parce que j'aime beaucoup l'histoire. En fait, c'est des petits défauts, c'est des défauts comme ça qui font royalement chier parce qu'en fait, on aime l'histoire, on a envie de savoir la suite, et ce sont des petits défauts qui agacent. J'espère que voilà, le tome 3 sera une sorte de cerise sur le gâteau. Voilà. Ou le gâteau et la cerise en même temps. Voilà, merci Ava. Allez, j'y vais moi. Alors, j'ai lu le tome 1 de Vampire Academy de Richelmed aux éditions Castelmore. Donc déjà la couverture, je suis fan. Donc Richelmed, je vous en ai déjà parlé dans le book haul, il me semble. C'est une autrice que j'aime beaucoup. Donc voilà.
Donc ici, nous suivons Lisa et Rose, qui sont deux adolescentes, pas comme les autres en fait. Lisa est une Moroi, en effet, donc on pourrait appeler ça des vampires pour nous, des vampires snobs. Des vampires de la plus belle espèce, comme on pourrait l'imaginer, les plus beaux du monde, voilà. Et c'est une princesse parmi ces Moroi, justement, c'est même la dernière des descendantes d'une des branches royales, donc les Dragomir, donc elle est appelée à régner. Tandis que Rose, elle, est une vampire, donc c'est une mi-humaine, mi-Doroi, mi-Moroi, pardon. Et les vampires ont pour mission de protéger les Moroi. Donc, généralement, les vampires sont assignés à un seul Moroi. Et ici, bon, bah, Lisa et Rose sont amies, meilleures amies même. D'ailleurs, elles ne partagent pas juste un lien de protection et d'amitié. Elles ont un lien bien particulier, bien spirituel entre elles, ce qui est que Rose peut ressentir tout ce que Lisa ressent, et parfois même va jusqu'à voir ce que Lisa voit en fait. Mais ça c'est un secret. Donc voilà, nous suivons un peu cette histoire de ces deux jeunes adolescentes qui vont se faire rattraper de leur fugue et vont retourner à leur école spécialisée Moroi, évidemment chez Saint-Vladimir, et voilà, donc ici Lisa va se faire un peu harceler par ses anciens amis, tandis que Rose va peiner à retrouver son niveau d'avant, vu que les vampires, comme vous pouvez l'imaginer, c'est une condition physique assez de malade. Ajouté à tout cela, on sait que Lisa va se faire harceler, donc des animaux morts, des lettres de sang, etc. pour dire qu'elle doit partir, etc. Donc va falloir élucider un peu tout ça. Et est-ce qu'on aurait découvert son secret avec Rose, etc. C'est un peu l'enjeu de ce tome-là. Donc ce qu'il ne faut pas oublier aussi dans ce tome, enfin dans cette saga, c'est que les Moroi peuvent devenir des Strigoi. Donc là c'est les vampires dans la représentation la moins bonne. Donc les vampires assoiffés de sang, les yeux rouges, dégueulasses quoi. Voilà. Donc qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors évidemment j'ai vraiment bien aimé. J'avais vu le film en fait avant et j'avais vraiment beaucoup apprécié le film. Mais là franchement le livre c'est une toute autre affaire, c'est encore mieux. Parce que le lien en fait qu'on voit dans le film et du coup dans le livre, c'est totalement, on le ressent différemment vu que comme c'est un lien qui, on ressent des émotions, c'est beaucoup mieux décrit une fois quand on le lit que quand on le voit à la télé. Donc voilà. J'ai beaucoup aimé. Rose, elle est géniale. Elle a de ces réparties, mais de fou malade, comme tous les caractères principaux généralement de Richelle Med. Elle a un mordant, mais de fou. Et son histoire d'amour avec Dimitri, c'est... Ah. Bref, je veux juste savoir la suite. Ah. Juste un tout petit bémol, c'est que je trouve qu'on en dit beaucoup sur les pouvoirs de Lisa. Donc Lisa n'est pas une Moroi comme les autres, comme vous pouvez l'imaginer, hein. Et je trouve qu'on en dit pas mal quand même dans ce tome là. Enfin, je trouve qu'à la fin c'est limite si on sait pas tout, donc j'espère qu'il nous réservera encore des surprises parce qu'il y a quand même 6 tomes je crois. Donc voilà, une très bonne lecture. Moi je vais vous parler de Opération Joshua, le tome 2 de M.G. Harris aux éditions Milan. Donc Joshua est un adolescent qui recherche d'un codex perdu, Maya. On finit dans le tome 1 où il croit que son père est mort, mais en fait dans le tome 2, il se rend compte que quelqu'un l'a vu. Donc il va à nouveau partir à l'aventure pour savoir ce que son père est devenu. Allons-y, let's go. Voilà, à nouveau, allons-y, let's go. Et donc voilà, il y a pas mal de complots, une prophétie mortelle, etc. Et donc c'est encore un je sais pas quoi, mais c'est ça en tout cas. Et donc voilà, il va faire plein de nouvelles rencontres mystérieuses, il ne sait pas trop à qui peut faire confiance ou non, voilà, il y a beaucoup de doutes. Du danger, de l'action, du mystère, voilà tout ce que ce livre espère. Wouh! Tu viens de le faire sur le moment? Oui. C'était bien. Merci. Donc mon avis c'est que j'ai beaucoup aimé ce livre qui m'a encore fait voyager. C'est un tome qui rajoute du mystère mais qui n'a pas livré tous ses secrets. Ce qui est génial c'est l'ambiance de complot où finalement on se demande mais qui est vrai, qui ne l'est pas. Et on voit finalement que des personnages qu'on croyait bons et vrais étaient en fait du clan des méchants. Voilà, donc il y a beaucoup d'action, beaucoup de rebondissements, c'est ultra rythmé et on ne s'ennuie jamais. Donc on découvre de plus en plus d'autres personnages comme Ishel, la promise de Joshua, et que j'ai très hâte et je suis très contente de enfin pouvoir la découvrir dans ce tome. C'est un roman toujours surprenant, avec une intrigue originale et un style d'écriture agréable, donc voilà, je le recommande.
Alors, quant à moi, j'ai lu le tome 1 de Cet autre monde, donc de Lily Evans, aux éditions La Plume et le Parchemin. Donc, je l'avais acquis à mon sans livre, il me semble. Et voilà, moi je l'ai lu. Donc, nous suivons l'histoire de Erin qui se lève chaque matin, mais ici elle est un peu morose, elle a mal au ventre. Ça arrive parfois. Et ça va être un peu machinal tout ce qui va se passer à un détail près en fait. C'est qu'un homme est torse-poil dans son salon. Et il commence à lui débiter une série d'inepties concernant le fait qu'elle est morte pendant la nuit, puis qu'elle est renée, et que maintenant elle est une créature surnaturelle et elle doit protéger, elle doit aider à faire passer les gens qui meurent d'une mort violente pour qu'ils aillent en paix en fait. Et voilà. Et apparemment, outre tout ça, c'est qu'à part d'être une créature surnaturelle, donc il y a 2 clans et elle ne fait partie d'aucun des 2 clans. Donc c'est une créature unique qui va se faire taper la gueule par tout le monde. La joie. Ouais, joie. Et donc Erin va juste devoir s'y faire. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire. Donc j'ai eu un peu de mal au début, je dois l'avouer, parce que... En fait, j'avais du mal à me représenter Erin de base, parce que en fait, on peut se dire que ce personnage est Erin, mais en fait, après, elle dit qu'elle a pas mal de formes, etc. Et bon, c'est pas qu'elle a pas de forme, mais c'est un peu quand même, quoi. Hein. Je veux dire, j'ai rien contre ça, c'est juste que, voilà, je trouve que c'est un peu dommage d'avoir mis une fille en couverture qui ne ressemble en rien à l'héroïne du roman. Donc ça c'est un petit point négatif. Un autre aussi, c'est peut-être qu'au début, je trouve qu'elle parlait beaucoup de chocolat. Ah, elle a une fixette sur le chocolat, je dis pas, ok d'accord, mais si c'était à toutes les pages, hein, j'en avais un petit peu marre de ça. Sinon, on parle des créatures comme quoi tout le monde veut sa peau, entre guillemets, mais à part quelques petites menaces mignonnes, entre guillemets, il n'y a pas eu grand chose. Je vois pas en quoi les gens, enfin ok, ils ont peur d'elle et tout ce qu'on veut, mais... Voilà, j'ai pas ressenti en tout cas le frisson du danger dans ce roman. Maintenant, j'ai commencé à vraiment bien aimer parce que le travail qu'elle fait, c'est-à-dire faire passer les gens qui meurent d'une mort violente pour qu'ils soient en paix, c'est vraiment un truc de fou. Enfin, je veux dire, j'étais avec elle dans les souffrances, dans les accidents de voiture, dans les incendies, etc. C'était pas mal, et surtout l'humour d'Erin est vraiment excellent. L'imagination de l'auteur est débordante, enfin je veux dire, elle invente des créatures surnaturelles qu'on n'a jamais vues ailleurs et c'est vraiment pas mal. Et que dire d'Aban, hein. Je peux pas dire qui c'est, mais ouais, il est parfait. Donc j'ai quand même envie de voir le tome 2, ce que ça donne, parce que j'ai envie de savoir si Erin va vraiment développer des pouvoirs qui vont faire peur, qui donneront raison à ceux qui ont peur. J'ai quand même envie de voir un petit peu plus de combats entre créatures surnaturelles, parce que là on n'a rien vu, j'ai été un peu déçue, dommage quand même. Donc voilà, mais sinon c'était une très bonne lecture. Enfin, je crois que dans mes petites notes personnages, j'ai mis 3,5 sur 5, donc c'était vraiment pas mal. Donc je vais vous parler de Fablehaven, le tome 2. Donc Kendra et Seth n'ont plus vu leur grand-père, donc le grand-père que je rappelle a une ressource naturelle de créatures fantastiques. Dans la classe de Kendra débarque un garçon plutôt étrange qui en fait s'avère être un gobelin, mais seul Kendra le voit vraiment dans sa vraie nature, parce que dans le tome dernier, Kendra a reçu le baiser des fées, donc elle a plein de pouvoirs. Plein de pouvoirs qui émergent et qu'on découvre, et donc voilà, vont s'en suivre des événements qui vont ramener Kendra et Seth dans la réserve de leur grand-père. Ce que j'en ai pensé, c'est un tome très intéressant, car Seth, qui, si vous vous souvenez, était un garçon intrépide, qui faisait plein de conneries, etc. On voit vraiment son évolution au cours de ce tome, où vraiment il a compris de ses erreurs, qui devient donc plus réfléchi. C'est vraiment ce qui rend le personnage intéressant. De son côté, Kendra aussi subit une évolution, vu qu'elle a obtenu le baiser des fées, donc elle ne sait pas trop à quoi s'attendre, elle ne connaît pas encore tous les pouvoirs qu'elle a reçus, et elle les découvre finalement en même temps que nous, et on est surpris tout comme elle. Et donc ça me rend curieuse de voir la suite, de voir tout ce qu'elle peut faire. Donc voilà, j'ai encore une fois bien aimé ce tome, plein d'aventures, d'actions, de nouveaux personnages. Celui-ci aussi, je vais vous dire, c'est aussi un bouquin où il y a pas mal de complots et de gens qui paraissent gentils mais qui en fait ne le sont pas. Donc ça rend vraiment l'histoire très surprenante et ça fait vraiment plaisir. Plein de rebondissements dans tous les sens. Voilà, de s'étonner au fil des pages. Donc voilà, on s'ennuie pas et moi j'aime beaucoup. C'est bien. Oui. Allez. Alors, pour ce dernier tome, je vais vous présenter un coup de cœur, le deuxième
de 2018. Donc il s'agit de The Mortal Instruments, le tome 1, les origines, l'ange mécanique, c'est long quand même à dire, hein, de Cassandra Clare aux éditions PKJ. Donc comme vous le savez, il y a la saga TMI de base, qui compte 6 tomes il me semble. Et donc ici, ça c'est la saga dérivée qui se passe avant, bien avant tout ça, à Londres, fin 19e siècle, donc le vieux Londres de tout ça. Donc nous suivons l'histoire de Tessa qui vient de perdre sa tante, donc c'était son unique parente ascendante, et elle va débarquer en Angleterre pour rejoindre son frère Nate qu'elle n'a plus vu depuis un sacré paquet de temps. Donc elle débarque, mais malheureusement ce n'est pas lui qu'elle voit, mais 2 femmes ridées, pas très avenantes, habillées de noir, et qui vont lui dire qu'elles viennent de la part de Nate et vont lui donner des preuves. Seulement Tessa va finir prisonnière et c'est ainsi qu'elle va connaître le monde des créatures obscures, des Néphilim, etc. Donc je ne veux pas vous faire ce que c'est que des Néphilim, enfin des Néphilim c'est tout ce qui est en rapport avec des anges, etc. Et donc voilà, ça c'est à peu près l'histoire, donc évidemment vous connaissez bien, hein, les chasseurs d'ombre vont s'y mêler, etc. J'ai franchement beaucoup apprécié. En fait, je m'attendais pas à ça parce que la saga principale, je l'aimais bien, mais sans plus. Voilà, c'était pas addictif non plus. Tandis qu'ici, franchement, je l'ai bouffé. Littéralement, j'avais vraiment beaucoup apprécié. Tessa est une jeune femme super, je veux dire, elle est intelligente, elle est forte, elle résiste malgré tout aux corruptions, etc. Et en même temps, elle reste tellement humaine, quoi, dans ce monde de créatures obscures où c'est facile de décrire un personnage qui est badass à souhait ou qui est méchant, etc. Ici, elle reste humaine, donc elle est terrifiée par cette situation. Elle essaye de la surmonter coûte que coûte, et finalement, bon, bah, comme toutes les femmes, elle pense amour, elle pense homme, elle sait pas comment se faire, enfin bref, c'est génial. Tandis que Will, eh bien, je l'ai apprécié par rapport à Jace de la saga principale, parce que Jace, je l'aime bien et tout, il doit être super sexy à mort, mais il est... comment expliquer? On sait pas sur quel pied danser, il se plaint tout le temps, il dit oui, puis il dit non, c'est très chiant, quoi. Et ici, tandis que, ici, justement, Will est comme ça, et en même temps, je trouve qu'il a un côté plus... Enfin, il y a vraiment une raison derrière, on a l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui le pousse à dire ça, sinon il l'aurait fait depuis longtemps. Parce que Jace, au final, c'est pas grand chose, hein. La raison du pourquoi il disait non, hein. Donc j'ai vraiment envie d'en savoir la suite pour connaître un peu les secrets de Tessa et Will, parce que là, contrairement par exemple à Vampire Academy, j'ai vraiment l'impression qu'il me manque quelque chose. Tessa, il y a des tonnes de mystères autour d'elle, notamment autour de ses parents, autour de ses pouvoirs, parce que finalement, hein, humaine, voilà. Will, pourquoi il est comme ça? J'ai envie de le savoir. Bref, l'histoire est loin d'être terminée. Je veux savoir. Donc tu as aimé? Oui, donc c'était mon deuxième coup de cœur de l'année. C'était chouette. Ah. Voilà, la vidéo est terminée. On espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre une petite papate en l'air. Et à vous abonner si vous aimez nous voir quotidiennement. Voilà. En attendant, amusez-vous avec votre lecture. Profitez-en bien. N'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous lisez, ce que vous ne lisez pas, ce que vous avez aimé. Et si vous avez aimé les livres que nous avons lus. Voilà. En attendant, plein de bisous.